Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, l'opposition gabonaise veut empêcher la candidature du président Ali Bongo à l'élection présidentielle. Elle a en ce sens saisi la CENAP, la Commission nationale électorale autonome et permanente, l'institution chargée d'examiner et de valider les candidatures. Au Mali, signature de la loi instituant les services intérimaires, une nécessité dans le nord du pays, zone où l'État a perdu toute autorité depuis le début du conflit armé. Et puis en République démocratique du Congo, la nouvelle province de Lualaba entend diversifier son économie et compte en ce sens ne plus exploiter seulement son potentiel minier. Mais tout d'abord, il aura fallu près d'une semaine de négociations pour que les 6 policiers enlevés dimanche par le groupe d'autodéfense du PK5, un quartier de Bangui, capitale centrafricaine, soient libérés. Une libération sans violence qui a eu lieu ce vendredi 24 juin. Rappelons que cette prise d'otage fait suite à l'intervention lors de contrôles de routine de 26 individus qui n'avaient pas de papier, parmi lesquels 2 membres de ce groupe d'autodéfense. Au Gabon, au moment où la CENAP, la Commission nationale électorale autonome et permanente, s'apprête à recevoir les dossiers de candidature à la présidentielle pour examen et validation, les candidats de l'opposition ont saisi officiellement ce vendredi son président, Roné Aboguéla, pour empêcher la candidature du chef d'État Ali Bongo. Ils affirment en effet que cette dernière serait en violation de l'article 10 de la Constitution. Explication avec ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. L'opposition passe à l'offensive pour rendre impossible la candidature du président sortant à la présidentielle du 27 août 2016. L'ensemble des candidats déclarés à la présidentielle ont remis vendredi à Libreville au président de la CENAP, Commission nationale électorale autonome et permanente, un mémorandum en contestation de l'éligibilité du président Ali Bongo Ondimba au scrutin présidentiel. Nous avons réitéré notre détermination à voir la Constitution de la République s'appliquer à tous. Et dans toute sa rigueur, nous mettons la CENAP devant ses responsabilités et rappelons que de sérieux doutes pèsent sur la régularité, la conformité de l'état civil d'Ali Bongo et partant sur son éligibilité. Le président de la CENAP a pris acte de l'action posée par l'opposition et entend assumer pleinement son rôle car conscient de la responsabilité historique de l'institution dont il a la charge. Nous avons écouté les demandes, les récriminations, les préoccupations exprimées par M. Oyemba ainsi que ses amis de l'opposition, les autres candidats déclarés donc à l'élection présidentielle. Nous en avons pris bonne note. Nous leur avons rappelé les missions de la commission électorale, les compétences de la commission et le devoir qui est celui du bureau mais aussi de l'ensemble des membres de la commission, donc d'assurer la stricte application de la loi électorale. Après la CENAP, les candidats déclarés à l'élection présidentielle se rendront à la Cour constitutionnelle pour les mêmes raisons. Après quoi, ils vont constituer un groupe de juristes et d'avocats pour préparer ce contentieux préélectoral qui s'annonce et qui devra aboutir selon leurs souhaits au rejet de la candidature querellée. Après des mois de blocage, la loi instituant les autorités intérimaires a été signée par le gouvernement malien et les groupes armés. L'entrée en vigueur de cette loi paraît nécessaire, voire urgente, dans le nord du pays où les exactions et le récent conflit ont mis à mal l'autorité de l'État. Les institutions sont absentes, tout comme les services sociaux de base. Une situation instable qui devrait prendre fin avec l'instauration de cette loi. Reportage Mokhtar Bari. Au Mali, le gouvernement et les groupes armés se sont accordés pour les modalités de mise en place des autorités intérimaires. Après le vote des élus du peuple en mars 2016, la lenteur de sa mise en œuvre et les protestations de l'opposition avaient poussé les groupes armés à suspendre leur participation au comité de suivi des accords. Depuis le 19 juin, la coordination des mouvements de l'Azawad, la plateforme et le gouvernement malien sous l'égide de la médiation ont finalement trouvé un terrain d'entente. Dans l'accord que nous avons signé, il est dit que immédiatement après la signature de l'accord, seront mises en place des autorités intérimaires. Une période intérimaire s'ouvrira pendant laquelle on va se réorganiser, on va organiser les élections et tout ça. Et ces autorités sont en charge d'organiser tout cela. Cela a pris beaucoup de retard.
pratiquement 1 an de retard. Le gouvernement avait son interprétation de la disposition. Nous, au niveau de la coordination des mouvements de la ZOAD, nous avions la nôtre, qui est très proche d'ailleurs de celle de la plateforme. Mais aujourd'hui, on peut se féliciter que tout le monde a accordé son violon. Ces autorités intérimaires permettront le retour rapide des services sociaux de base au profit des populations sur place ou réfugiés dans les pays frontaliers. L'armée malienne ainsi que la CEMA et la plateforme devront constituer des patrouilles mixtes pour réinvestir les zones sensibles. Ce qui va être intéressant, je pense, on va le voir très rapidement, ce sera l'organisation de patrouilles mixtes, c'est-à-dire des patrouilles. Il y aura en principe 200 rebelles, 200 groupes pro-gouvernementaux, 200 militaires maliens, donc 600 dans chaque région du Nord, pour assurer la sécurité des biens des personnes. Là, il faut attendre ça pour voir, c'est qu'il y a un chronogramme pour respecter la mise en place de ces autorités, le retour de l'État. Ça, c'est très intéressant parce qu'on va voir si ça sera respecté. Notons que cette loi s'applique aux anciennes régions de Tombouctou, Gao et Kidal et les 2 nouvellement créées Taoudéni et Ménaka. Et l'Union africaine a déployé, sachez-le, moins d'un quart des 200 observateurs militaires et des droits de l'homme prévus au Burundi. Plus de 6 mois après l'adoption du projet, des divergences persistent autour de l'indépendance de la mission et de l'armement d'une partie de ses experts. Le point avec Maria Madramé. 32 observateurs des droits de l'homme et 15 experts militaires, c'est le nombre d'observateurs déployés au Burundi par l'Union africaine. Suite aux divergences avec le gouvernement du Burundi sur les conditions de présence de ces derniers, en effet, le gouvernement de Pierre Nkurunziza veut d'abord avaliser leur rapport avant leur envoi au siège de l'Union africaine, ce que refuse l'organisation. La délégation a toutefois été bien accueillie par le gouvernement. Nous avons accueilli la délégation de l'Union africaine. Cette délégation était composée des ambassadeurs africains qui font partie du Conseil de paix et de sécurité. C'est similaire à celle des Nations Unies qui était venue ici. Alors cette délégation était s'enquérir de la situation sécuritaire au Burundi. Donc nous leur avons expliqué la situation telle qu'elle est. Et aujourd'hui, nous sommes réjouis de voir cette délégation ici présente sur le sol burundais parce que aujourd'hui, ils vont discuter, relater de ce qu'ils ont vu et non pas de ce qu'ils ont entendu de la bouche des autres ou de la bouche des médias ou d'autres opposants. Ils sont au Burundi, ils vont visiter le Burundi, ils vont parler avec les Burundais, donc ils vont s'enquérir de la situation réelle. Nous n'avons rien à dire parce que la situation est top, la sécurité au niveau national est au bon fixe, et l'ITT et quelques cas de lancement de grenades qui sont isolés et vite maîtrisés par les forces de l'ordre. L'organisation envisagerait également le déploiement prochainement de 15 observateurs des droits de l'homme et de 19 experts militaires supplémentaires. Rappelons qu'en février dernier, 5 chefs d'État africains avaient obtenu du Burundi qu'il soit porté à 200 le nombre d'observateurs depuis 2015. Avec ce nouveau désaccord, le premier élan de l'Union africaine pour rétablir la paix au Burundi semble s'essouffler. Démembrée de l'ex-Katanga, la toute nouvelle province de Lualaba, productrice d'or et de cuivre, veut diversifier ses ressources afin de dynamiser et assurer sa croissance. L'agriculture, le tourisme et d'autres activités économiques constituent les nouveaux axes de développement pour cette province congolaise d'environ 2 millions d'habitants. C'est un reportage de notre correspondant Jacques Ambouka. Exploiter d'autres secteurs économiques que celui des mines, c'est la vision des nouvelles autorités de Lualaba, une des 4 provinces issues de l'ex-Katanga. Une région dont le sous-sol est riche en or, diamants et cuivre qui ont contribué pendant des années à l'économie du pays. Pourtant, la population vit dans une précarité sociale accrue, un paradoxe qui constitue un défi pour les nouvelles autorités provinciales. On a comme l'impression que ces mines n'ont servi qu'à enrichir une petite caste des dirigeants, des décideurs, mais que la population ne tire pas profit. C'est ainsi que pour tous les esprits lucides, quand vous arrivez à Kolwezi, les contrastes, les paradoxes est criant entre ces potentialités, ces possibilités économiques et la précarité dans laquelle vit cette population à la cité. Le creux est assez remarquable, qu'il faille absolument des actions pour rapprocher ces creux. Pour les autorités,
Toute initiative tendant à diversifier l'économie de la province est vivement encouragée. Les femmes, partenaires incontournables au développement, reçoivent des formations sur l'entrepreneuriat féminin en vue de redynamiser tous les secteurs d'activité dans lesquels elles évoluent. Vraiment, il y a une telle précarité sociale dans le Lualaba qu'on croirait qu'il n'y a pas d'autres opportunités. Et donc, nous sommes venus à cette première phase de ce projet pour l'entrepreneuriat pérenne pour sensibiliser la femme sur les autres opportunités d'affaires qu'offre généreusement la province du Lualaba. Et ainsi, nous allons passer à la deuxième phase, qui est la formation, pour accompagner la femme dans cette formation qui va la renforcer dans ses capacités et de la préparer à affronter le monde de grandes activités. Kolosi était la deuxième ville du Grand Katanga après Lubumbashi. La province s'emploie à investir dans les infrastructures, notamment les routes de dessertes agricoles, permettant l'évacuation des productions vers le grand centre de consommation. Les multiples sites touristiques que compte le Lualaba sont en train d'être réhabilités pour la relance de ces secteurs, aussi créateurs d'emplois. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.